Les rendez-vous de l'Écuge. Et donc j'ai le plaisir ce matin, maintenant, comme tous les jeudis, d'accueillir Jean-François Strouf. Jean-François, bonjour. Bonjour Lise. Alors, cher Jean-François, aujourd'hui c'est une matinée, comme tu le sais, qui est très très particulière, puisque nous sommes en plein Yom HaShoah veHaGvura, comme on dit en Israël, et que la lecture des noms est en train de se faire en continu au mémorial de la Shoah à Paris. Ça fait très longtemps qu'on se connaît et je ne t'ai en fait jamais entendu faire le récit personnel de ce que ta famille avait traversé pendant la Shoah, et on s'est dit que ce matin, c'était peut-être le moment. Parce qu'on a tous une histoire, bien sûr l'Écuge. À l'Écuge, la mémoire est omniprésente, ça c'est quelque chose qu'on peut dire, mais ta mémoire à toi. Alors Lise, je vais être très clair et très honnête. La raison qui m'a poussé à aller rechercher ce récit pour le raconter, on avait toujours fait preuve de beaucoup de pudeur en la matière, parce que cette pudeur était souhaitée par mes propres parents, que leur mémoire soit bénie. Et c'est en voyant beaucoup de jeunes de la communauté juive, avec qui j'ai eu des discussions un peu difficiles, qui disaient qu'au premier tour, ils avaient voté pour Éric Zemmour. Oui. Et je leur racontais à quel point il m'était insupportable d'entendre ce monsieur réhabiliter la mémoire de Pétain. Et c'est pour ça que j'ai voulu raconter ce que ma propre famille avait vécu en France pendant la Shoah, parce que c'est directement lié à la collaboration de Vichy, et à ce que la collaboration de Vichy et Pétain leur a fait subir dans leur chair et dans leur sang. Alors donc, tu as choisi aujourd'hui pour nous de faire ce récit de ce que le régime collaborationniste de Vichy leur a donc fait subir, des juifs polonais qui étaient devenus apatrides. Absolument. Alors, je vais raconter très rapidement, de manière pour pas que le récit soit ennuyeux, mais qu'il soit réellement là et qu'on comprenne un cheminement dans ce processus de persécution. Donc ma mère est née le 16 mai 1925 à Lodz. Oui. Alors elle s'appelait comment ta maman? Elle s'appelait Kalmovitch. Oui, mais son prénom, je crois. Feige. Voilà. Petit oiseau, Oui. Feigele, on l'appelait, le petit oiseau. Et en 29, la famille fuit la terrible vague d'antisémitisme qui a été aggravée par la crise de 29. Mon grand-père est arrivé avec une valise pleine de billets. À l'époque, on fabriquait des billets de millions de zlotys qui n'avaient plus aucune valeur. Et cette valise, il est allé à la banque et il a eu quelques francs en échange. Il n'avait strictement plus rien. Et comme tu l'as dit, ils étaient apatrides. Les Polonais privaient de la nationalité les Juifs qui quittaient la Pologne, qu'ils poussaient à partir par la persécution, mais ils leur enlevaient en plus la nationalité polonaise. Et ils ça, avaient donc c'était 1925, 29, c'était 29 avant la Shoah. Avant la Shoah. C'est important de le préciser. Absolument. Et de rappeler les faits. Absolument. Donc mon grand-père se retrouve avec ma grand-mère et leurs 6 filles, à 8, dans un minuscule appartement du 10e arrondissement, et ouvrier textile, ouvrier à la pièce, avec sa machine à coudre. C'est comme cela qu'il a pu nourrir sa famille. C'était une famille très pauvre, pas du tout avec des moyens aisés, mais cette famille se disait, au moins à Paris, on a réussi définitivement à se protéger de l'antisémitisme, du moins le croyait-il. Le croyait-il. Et tu as connu, tu vas nous le raconter de toute façon. J'allais demander si tu avais connu tes grands-parents. Bien sûr, absolument. Oui, j'ai connu mes grands-parents, absolument. Oui. Et j'ai eu... alors, ils étaient extrêmement pudiques sur ce qu'ils avaient vécu. Donc, et mes parents aussi. Donc, c'était un peu difficile de récupérer les bribes d'informations qui m'ont permis d'élaborer un peu ce récit. Donc, quand en juin 40, la France est occupée, le régime collaborationniste de Pétain met en place le 17 novembre 1941 le statut des Juifs.
commence. Bon, la famille, mon grand-père était quelqu'un qui croyait en la France. Il va donc au commissariat de police se faire immatriculer comme juif avec toute la famille. Ils prennent néanmoins la précaution d'envoyer les 2 plus jeunes sœurs de ma mère, qui étaient nées en France cette fois-ci, des jumelles, donc elles dans la étaient Sarthe. 8. Elles étaient filles. 6 Oui. filles, plus les parents, et les 2 filles sont envoyées dans la Sarthe, dans une famille qui veut bien les cacher, ce sont des enfants cachés. Donc il y a tous les éléments de la Shoah, les enfants cachés, la persécution. Quand arrivent les 16 et 17 juillet 42, la rafle du Veldiv, la famille s'enfuit de justesse, mais vraiment d'extrême justesse. Ils échappent à la rafle du Veldiv et ils décident de partir dans la fameuse zone libre pour penser être à l'abri des persécutions nazies. Alors ils partent par petits groupes pour favoriser les chances de passer à travers les mailles du filet. Ma grand-mère maternelle, ma mère et une de ses sœurs sont ensemble. Elles sont capturées au moment du passage de la ligne de démarcation et envoyées au camp de Gurs. Donc on imagine 3 femmes, une maman et 2 adolescentes qui se retrouvent au camp de Gurs. Et là, on s'aperçoit que le camp de Gurs est très organisé, mais qu'on n'a pas prévu grand-chose. Notamment, on les a pas nourris, il y avait pas d'eau, oui, on meurt de faim, et les gens mouraient de faim au camp de Gurs. On peut parler des mêmes récits sur Pithiviers au Beaune-la-Rolande. En l'occurrence, ma mère était au camp de Gurs. Il y a eu énormément de morts à certaines périodes. C'est les 3/4 de la population des personnes âgées qui sont mortes de faim, de maladies ou tout simplement en France. C'est important et de le rappeler aujourd'hui. Avec beaucoup de force, Lise. Ma mère disait qu'elle n'avait jamais vu dans ce camp un seul casque allemand, c'était sa formule, c'était la police et l'armée de Vichy, c'était la police collaborationniste qui leur a fait subir tout ça. Alors, c'est important, hein. Et donc, je voudrais vraiment que les jeunes qui entendent ce récit comprennent que Pétain, c'est pas un brave type qui a essayé de sauver des Juifs, c'est quelqu'un qui a aggravé le sort des Juifs en France et ceux qui tentent de la réhabiliter. Jusqu'à les tuer. Absolument, absolument. Donc, à un moment, il y a du retard dans les trains pour Drancy et pour Auschwitz. Les gens des familles sont mises en résidence surveillée chez des collabos. Ma grand-mère, ma mère et ma tante dorment dans une grange sur de la paille, chez un ancien gendarme qui est un collabo. Et c'est ce qui va les sauver, puisque à un moment, la résistance locale apprend qu'il détient des personnes juives dans sa grange et qu'il est chargé de les surveiller. Ils arrivent, ils le menacent de mort s'il donne l'alerte, sauvent ma grand-mère, ma mère et ma tante et les emmènent dans la clandestinité dans la région de Pau. Extraordinaire. Alors c'était quelle résistance ? C'était une résistance locale, des gaullistes locaux qui ont simplement des braves types, des paysans, pas des intellectuels. C'est souvent l'élite qui a trahi, mais les gens du peuple n'ont pas trahi. Beaucoup ont été. Il y en a qui ont trahi, mais pas beaucoup. Oui. Et ces gens-là les mettent à l'abri. Elle va passer une partie de la guerre dans la région de Pau. Puis à un moment, alors c'est difficile les dates, etc. Remonter à Paris. À Paris. Va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a un autre résistant qui s'appelle André de la Place, qui était devenu ensuite mon oncle en épousant une de mes tantes, qui les cache dans une villa où un crime avait eu lieu à Vincennes, et donc cette villa était absolument impossible à louer, et donc le propriétaire met à disposition de mon oncle, devenu mon oncle, qui est un Français du Massif central, tout à fait classique, habituel, mais résistant, et qui va les protéger dans ce lieu jusqu'à la fin de la guerre. Ça, c'est le récit. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a le pire et le mieux dans ton récit. C'est assez incroyable. Sachant qu'ensuite, les gens qui, eux, sont restés au camp de Gurs, ont été massivement déportés et ont fini dans les chambres à gaz. Oui. Donc, tout ça pour dire que ce processus qui conduit aux chambres à gaz a commencé, s'est déroulé en France et est resté quelque chose de très présent,
même chez les survivants, et il faut aussi le dire, le traumatisme de ce qu'ont vécu ces familles nous ont été transmis à nous, les enfants de la première génération, après la Shoah. Oui. Et pour nous, c'est très présent. Et on ne badine pas, on ne plaisante pas, on n'accepte pas l'idée d'une quelconque réhabilitation de Pétain. Et c'est encore plus grave quand quelqu'un prétend... Entièrement d'accord, je crois qu'on est très nombreux, heureusement, à l'être également. Élise, il y a un point qui est très important. C'est que les gens qui sauvaient les Juifs, qui aidaient les Juifs, qui cachaient les Juifs, risquaient la mort. Donc, quand on nous dit qu'aujourd'hui que Pétain a sauvé des Juifs, c'est faux, parce que ces résistants, au contraire, le régime de Vichy, quand des gens sauvaient des Juifs, ils étaient capturés et certains d'entre eux étaient exécutés. Donc, il faut pas plaisanter avec ça et il faut pas considérer que la réhabilitation de Pétain, c'est d'une broutille sans importance. Mais évidemment. Évidemment, c'est tout sauf ça. Et c'est tellement important de dire ça aujourd'hui, en ce Yom HaShoah, Jean-François. Et c'est vrai que n'hésitons pas à parler aux jeunes générations. Pour reprendre ce que tu nous disais au début, n'hésitons pas à transmettre la vérité, la réalité aux jeunes. Emmenons-les au mémorial et expliquons-leur, parce que la vérité, elle est là. Oui, parce qu'il faut bien comprendre, ça c'est une erreur que commettent énormément de jeunes. Beaucoup de jeunes qui sont dans des écoles juives, on les amène à Auschwitz, on leur montre Auschwitz. Ils s'imaginent que l'extermination des Juifs commence juste là. à Auschwitz, ouais. Mais l'extermination des Juifs commence à partir du processus où on les arrête en France et on les livre aux nazis. Exactement. Donc c'est là que commence le début du processus. Sans le régime collaborationniste, des milliers de Juifs auraient été sauvés et n'auraient pas subi ça. Exactement. Alors, Jean-François, il nous reste à peu près 3 minutes. Est-ce que tu souhaites peut-être évoquer certains temps forts du programme de l'Écuge ? Alors, je voudrais parler du lundi 9 mai. Oui. C'est Audrey Kichelewski, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, et qui parle de l'histoire de la Shoah, les débats qui se déroulent en Pologne contemporaine, où alors on constate que depuis que la Pologne est libre, c'est pire. C'est-à-dire que la contestation de la Shoah existe sous une forme très particulière. Le régime interdit toute mention d'une quelconque collaboration entre les collabos polonais et le régime nazi. La Pologne se voit comme un pays victime, et ceux qui parlent d'attitude de compromission avec l'occupant nazi font l'objet de procès et sont condamnés devant la justice polonaise en ce moment même. Et c'est très important de comprendre à quel point ça aussi c'est totalement révoltant. Et donc c'est dans les lundis de Wiesel, Audrey Kichelewski qui va aborder ce problème dans tous ses détails les plus sordides. Mais tu vois, je disais que l'Écuge était à la pointe de ce qui se faisait au niveau aussi mémoriel. Eh bien voilà, on continue évidemment. D'autres choses ? Oui, alors les cours d'Ulpan ont démarré. Ça y est. Donc, si vous voulez les rejoindre. Oui, bien sûr. Oui. Il y a eu seulement la séance de lundi. Oui. Donc, ceux qui veulent peuvent vous rejoindre. Et ainsi, s'ils ont besoin, s'ils sont vraiment totalement débutants, on leur offre un cours de rattrapage pour le cours ou les cours qu'ils auraient manqué. Donc, n'hésitez pas. L'hébreu aussi, c'est une manière de continuer l'histoire de manière positive, sans jamais oublier les aspects négatifs qui a été la persécution de notre peuple. Écuge.fr, c'est important de le rappeler pour tout cela. Et comme on dit en yiddish, Mir sein Endo, nous sommes là. Nous sommes là, Mir sein Endo. Merci Jean-François Strouf. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Avec plaisir, Lise. Au revoir. Au revoir.